Bonjour à tous, Public Sénat, toute cette semaine en direct du 95e Congrès des maires de France. Dans quelques secondes, nous allons rejoindre l'Hôtel de Ville de Paris pour suivre la suite de la première journée de ce congrès, une journée traditionnellement dévolue, consacrée au dossier ultramarin. Ce matin, l'emploi en Outre-mer était au centre des discussions. Cet après-midi, c'est de crise budgétaire, de crise financière dont il sera question. À l'issue de cette table ronde, eh bien, nous serons en direct aux environs de 17 h pour suivre la première intervention de François Hollande au congrès de l'Association des maires. Il est notable cette année que le président de la République va s'exprimer 2 fois devant les élus locaux. Une première fois, ce sera donc ce soir à l'Hôtel de Ville de Paris pour s'adresser aux élus d'outre-mer. D'ores et déjà, le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a dit que François Hollande exprimera un cap pour les élus d'outre-mer et qu'il aura, je cite le ministre, des mots très forts pour ces élus qui attendent, vous le savez, beaucoup de ces propos du président de la République tout à l'heure à partir de 17 h. Deuxième intervention du président, ce sera plus traditionnellement, j'allais dire, demain, dans la grande salle plénière du Palais des Congrès de la Porte de Versailles, pour l'ouverture très officielle de ce congrès des maires. Là encore, le discours du président de la République sera très attendu par les milliers de maires qui se masseront demain, Porte de Versailles. Un discours où le président de la République devrait donner sa vision de la réforme des territoires, je vous rappelle, qui est annoncée pour le début de l'année prochaine, début 2013. Un nouveau texte en cours d'élaboration de décentralisation. Mais nous n'en sommes pas là. Nous y reviendrons bien sûr très largement au cours des différents plateaux que Public Sénat organise à l'occasion de ce congrès des maires de France. Nous allons tout de suite rejoindre l'Hôtel de Ville de Paris où il est question pour les élus locaux d'outre-mer de crise financière, de crise budgétaire. On se retrouve aux alentours de 17 h pour écouter le chef de l'État. Pour commencer, je voudrais qu'on regarde un peu l'économie des territoires ultramarins et qu'on fasse cet exercice avec Nestor Radjou. Nestor Radjou, je rappelle que vous venez de Guyane, vous représentez ici l'association des maires de Guyane. Je crois qu'il y a un petit boîtier pour lancer les images qu'on va récupérer. Voilà. La technique, c'est on peut récupérer le boîtier qui va nous permettre de lancer les images pour avoir un cadrage sur l'économie ultramarine et les finances locales. Voilà le boîtier. Et puis après cette introduction, je demanderai à nos 2 présidents de séance d'intervenir. Monsieur Radjou, allez au pupitre peut-être, ou comme vous le souhaitez, ou le faire directement de votre place. Alors je vous passe les commandes. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Normalement, le micro se met en route tout seul. Ça marche? Ça marche. Si, ça va. Oui, bon, mesdames, messieurs les élus, bonjour. J'ai l'honneur d'ailleurs d'ouvrir ce débat par une présentation très brève, certes, de la problématique du développement de l'outre-mer. Je pense que nous serons tous d'accord pour admettre que la problématique essentielle de nos territoires d'outre-mer et de l'ensemble de l'outre-mer, c'est le développement. Certes, il est vrai que la crise et la dette publique créent une certaine raréfaction de ressources budgétaires avec naturellement d'autres facteurs, ce qui a de quoi inquiéter l'ensemble des élus et surtout les maires que vous êtes. Heureusement, en tous les cas c'est mon point de vue, la mondialisation et la 3e révolution industrielle que nous vivons
ouvre de nombreuses perspectives de développement. Alors, c'est pourquoi. D'abord, la mondialisation fait que les économies sont globalisées, donc les marchés sont globaux et donc transcendent en quelque sorte la petitesse de nos territoires et aussi l'éloignement. Internet, vous savez, l'économie, tout ça, ce sont des éléments qui vont devenir dominants prochainement, dans tous les cas, dans l'économie, le développement des économies à venir. Les nouvelles technologies, les technologies propres, sont également essentielles. À l'heure actuelle, nous assistons à une reconversion des technologies des pays développés. L'outre-mer a donc l'opportunité de se placer d'emblée dans ces perspectives. Et donc, je crois que c'est la mondialisation et l'ouverture des marchés, ainsi que la troisième révolution industrielle, réduisent le nombre des handicaps de l'outre-mer. Pour avoir une idée plus précise de mon point de vue, je pense qu'il est indispensable de se rendre compte de ce qu'est la France. La France ne se réduit pas à sa dimension hexagonale. Elle s'étend bien au-delà avec l'outre-mer et vous voyez les emplacements qui donnent à la France des positions stratégiques planétaires. Je crois que c'est extrêmement important de pouvoir utiliser ces atouts pour pouvoir avoir un certain leadership, notamment en matière de géopolitique. Naturellement, ces territoires sont tous différents, certes, mais chacun a des atouts. Ils ont des atouts, ne serait-ce que de la biodiversité, ne serait-ce que l'espace aérien, l'espace maritime, la zone exclusive économique mondiale, qui donne d'ailleurs près de 97% du territoire maritime à la France, qui la place d'ailleurs en deuxième rang après les États-Unis. Ce sont des ressources potentielles qui sont à venir à exploiter. En d'autres termes, les positionnements de cette collectivité à travers le monde permettraient à la France de se positionner de façon géopolitique, ne serait-ce dans les associations, pour pouvoir affirmer une certaine présence et un certain rayonnement. Je crois qu'il est important de comprendre que la France a tout intérêt à ce que ces territoires d'outre-mer soient développés, soient des pôles d'excellence à travers le monde, ce qui permettrait de lui donner un prestige considérable. Mais aussi également que l'outre-mer a besoin de la France et ne peut pas s'en passer, malheureusement pour elle. Et je crois donc qu'il est important que l'on réconcilie en quelque sorte l'ultramarin avec la métropole. Il est important que l'ultramarin se sente un Français à part entière, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau cérébral pour être à la fois, par exemple, guyanais et français. Il est également indispensable que l'on ait en métropole une meilleure connaissance de l'outre-mer et de ce que l'outre-mer peut apporter à la métropole. Je crois que c'est un challenge que nous devons tous, dans lequel nous engager et évoluer. Pour mieux cerner l'intérêt d'être en outre-mer et que les handicaps de l'outre-mer sont de nature économique. En étant des territoires français, nous sommes dotés donc d'institutions modernes, de démocratie en particulier. Et par conséquent, il y a deux conséquences importantes. D'une part, le développement se réduit à son développement économique, parce que tout simplement avec les institutions démocratiques, nous avons le potentiel pour le développement humain, c'est-à-dire la liberté, le progrès social, la législation le permet automatiquement à la condition que l'économie suive. En d'autres termes, une des problématiques importantes pour comprendre la problématique du développement en outre-mer, c'est que jusqu'ici, et c'est une erreur, le développement de l'outre-mer, les politiques économiques sont subordonnées aux politiques sociales, alors que ce devrait être le contraire. La politique sociale devrait être subordonnée au développement économique de chaque territoire. C'est l'économie qui permet de créer des richesses et ensuite on les distribue. Il suffit de voir très rapidement ce schéma pour se rendre compte que
l'outre-mer ne peut pas se passer de la France. La question est simple. Ce sont les collectivités, le secteur public, qui financent l'essentiel de l'activité de nos territoires. Les collectivités territoriales, faisant abstraction pour le moment de l'État, qui la commande publique et qui crée des revenus des ménages, qui crée donc une demande solvable, et cette demande solvable, eh bien, l'économie locale, c'est-à-dire la production locale, en d'autres termes, l'industrie et l'agriculture sont embryonnaires et non pas suffisantes pour répondre à la demande locale et par conséquent implique l'importation, et cette importation va se traduire par des fuites monétaires. Si vous voulez, sans la métropole, à terme, il n'y aura plus de monnaie dans nos territoires. La masse monétaire serait réduite à sa plus simple expression. Vous comprendrez que l'outre-mer ne peut pas se passer de la France. Et la France a des atouts. Il est important, me semble-t-il, de revenir sur le rôle des banques. Au niveau local, les banques financent très peu nos économies. Je vais prendre l'exemple de la Guyane, que je connais bien. Les dépenses de l'État en Guyane sont de l'ordre de plus de 2,5 milliards, en tous les cas dans cet ordre d'euros. Les importations de l'ordre de 1 milliard, il reste presque, en tous les cas, plus d'1 milliard. Les banques, sur l'ensemble des encours de crédit, c'est 2 milliards pour les banques. Ça ne veut pas dire que chaque année, les banques créent 2 milliards. Chaque année, les banques créent que quelques centaines de millions, alors que la métropole injecte en Guyane plus de 2 milliards par an. C'est continu. Donc, vous voyez que le système bancaire local ne joue pas le rôle de financement de l'économie, c'est le transfert public qui joue ce rôle de financement de l'économie. Et ce transfert d'économie, en d'autres termes, cela veut dire tout simplement que par ces transferts, de l'ordre d'ailleurs en Outre-mer de 17 milliards d'euros par an, actuellement, ce qui va d'ailleurs évoluer compte tenu de l'évolution démographique, certes à un rythme moins rapide que dans le passé, mais qui va quand même continuer à financer l'économie de l'outre-mer. Ceci est quand même important parce que toutes ces prestations, toute cette injection d'argent dans nos économies est mal orientée. Les politiques budgétaires, d'autres termes, les politiques économiques de l'outre-mer, qui viennent notamment de la part de l'État, sont orientés vers la demande et la compensation des handicaps plutôt que vers la construction d'une véritable base économique, à savoir une industrialisation et un développement de l'agriculture qui soit suffisamment fort pour non seulement répondre à la demande interne, mais également pour pouvoir créer des excédents commerciaux. Et s'il y avait des excédents, ça permettrait aussi à la France de pouvoir résoudre une partie de son problème. En d'autres termes, l'outre-mer contribuerait à la solidarité nationale plutôt qu'à d'en jouir à l'heure actuelle. Je crois que c'est essentiel de comprendre ceci, car le développement, ce n'est pas ça. Je pense qu'il est important de revenir quelques instants sur ce qu'est le développement. On confond trop souvent développement des activités économiques avec développement. Le développement, c'est une définition que je propose et je pense que tout le monde peut l'accepter. C'est un processus de création et de répartition endogène de richesses qui améliore les conditions de vie et qui s'accompagne du renforcement de la cohésion sociale et de l'élargissement des libertés. Je crois que c'est essentiel cet aspect-là. Ce n'est pas le développement des activités économiques parce que c'est un phénomène, le développement des activités économiques est un phénomène naturel. Dès lors que la population augmente, dès lors qu'il y a des financements, eh bien, il n'y a plus d'activités, il ne faut plus créer plus d'écoles, il faut créer plus d'infrastructures. C'est un phénomène naturel. Cela ne veut pas dire que les gens vivent mieux pour autant. Et ça se voit dans nos territoires. Je crois que, donc, développement des activités économiques, plus de commerce, plus d'entreprises, ça ne veut pas dire plus de développement. Et l'économie l'outre-mer ne se donc développe pas, malgré certains indicateurs, effectivement, qui progressent, tels que le PIB par habitant. C'est vrai, il évolue. Mais quand on le compare par rapport à la balance commerciale qui se creuse davantage, le chômage, on ne se réduit pas. Donc vous voyez bien que la situation en Outre-mer est quand même sociale et économique extrêmement critique. Pour faire du développement, il faut deux facteurs.
En tous les cas, toutes les sociétés développées fonctionnent sur ces deux facteurs. Un, d'une part, un système démocratique. Les pays développés sont tous démocratiques, industrialisés aussi, on va voir ça tout à l'heure, mais fonctionne aussi, le moteur, c'est la maîtrise d'un savoir technique, la capacité de transformer les ressources naturelles en des ressources consommables. Pour cela, il faut un territoire, il faut l'aménager, il faut qu'il soit accessible et non seulement accessible, mais mise en valeur les ressources naturelles, la mise en valeur des ressources naturelles. Il faut aussi qu'il soit attractif. Ce sont des facteurs indispensables. Deuxième élément à prendre en compte dans une politique de développement économique, c'est la population. Il faut donc des facteurs d'intégration, mais des facteurs aussi de cohésion sociale, ceux qui ne sont pas toujours réunis, notamment en Guyane. Il faut mettre en place des outils de l'intégration et de la cohésion sociale. Pardon ? S'il vous plaît, je vais vous demander d'aller un peu plus vite dans l'exposé. Merci. Bien. Donc, je vais passer donc sur ça, sauf ensuite peut-être revenir quand même un petit peu un instant sur la gouvernance qui me paraît essentielle, hein, parce que aussi la gouvernance permet de piloter, et le pilotage, ça veut dire que les définitions des politiques publiques doivent être des politiques orientées sur les problématiques du développement, notamment sur la création de richesses, notamment sur la compétitivité, qui est un des facteurs essentiels de développement des entreprises, en tous les cas, du développement de la mise en valeur des territoires. Pour bien comprendre donc, ces mécanismes de développement, ce que je viens de dire, je pense que l'essentiel du développement se réduit en outre-mer à un développement économique. En d'autres termes, à construire une articulation économique qui soit différente de celle qui existe. Tout à l'heure, j'ai montré qu'elle vivait sur les transferts. Ce qui est important, c'est le secteur productif. Les pays développés, leur modèle standard, c'est celui que je vous présente rapidement, c'est la production qui crée les richesses, donc qui crée les revenus primaires, qui vont être distribués, qui vont créer la demande et ensuite la consommation. Mais comme la création des richesses est interne, donc les revenus retournent, qui ont été créés, retournent au système productif et qui peut donc, on a une boucle. Cette boucle vient être complétée par le rôle de l'administration. Le secteur public joue un autre rôle, le rôle de régulateur. On capte avec les revenus, donc les impôts, les taxes, qui vont alimenter, qui vont créer le revenu de l'administration, qui vont pouvoir piloter, réorienter en fonction des politiques économiques et sociales qu'on met en œuvre vers eux. Naturellement, nous sommes dans des économies ouvertes et on n'a pas toujours toutes les matières premières, donc il faut commercer et le système extérieur vient compenser, ajuster les choses. Ce qui est important, c'est d'équilibrer, parce que si le commerce extérieur n'est pas équilibré, ce sera une fuite monétaire. Le système financier finance effectivement l'économie développée et permet le développement. Ce n'est pas le seul facteur, puisqu'il faut aussi donc des facteurs de la science. Alors le modèle que je propose est très simple, pour l'outre-mer en particulier. Nous rentrons dans l'ère de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Nous rentrons aussi, j'ai dit tout à l'heure, vers ce que la troisième révolution industrielle qui va prendre fin probablement dans les années 2020-2025. Ce qui veut dire qu'il va être mis en place un certain nombre de technologies, notamment la biodiversité, sur la biodiversité, les énergies renouvelables, sur l'automatisation, sur la communication électronique. Il y a toute une série de facteurs qui sont importants, qui sont en train de mise en place et que nos collectivités devraient s'orienter, en d'autres termes, pencher sur la modernité. D'une part, sur l'économie du savoir, donc la recherche, l'innovation, parce que la recherche, l'innovation, ça permet de créer des brevets et aucun pays développé ne fonctionne sans ces brevets. L'industrie fonctionne sur ça. Donc ça, c'est une richesse aussi sur laquelle nous pouvons fonder. Et nous avons le potentiel en termes de biodiversité, en termes de ressources maritimes, en termes de bien d'autres. Donc j'en ai listé un certain nombre qui sont là. Par exemple, pour pouvoir mettre en relief nos territoires, il est extrêmement important que l'État puisse installer des unités, des centres directs de décision au niveau des directions nationales, qui permettent tout simplement, par exemple, en Guyane, on pourrait très bien nommer un diplomate, coordinateur des politiques de l'environnement ou pourquoi pas un centre de décision du commerce, etc., qui permettrait effectivement non seulement de redonner une certaine image de nos territoires, mais la remettre en relief. Et c'est très important. L'industrie,
qui me paraît indispensable parce qu'on ne peut pas, parce que c'est un facteur. Aucune société développée ne fonctionne sans industrie forte. Industrie et agriculture aussi, donc il est important. Et pour cela, compte tenu des prix, il est important d'importer chez nos voisins qui ont des coûts de production moins élevés pour les transformer, pour exporter vers l'extérieur, vers l'Europe en particulier. Parce qu'on peut être compétitif à la condition de s'attaquer sur les véritables causes des surcoûts, notamment les surénumérations des fonctionnaires. Nous avons des revenus qui sont extrêmement élevés par rapport au prix. Donc il y a des causes, des racines profondes. Nous devons moderniser nos entreprises pour faire des gains de productivité. Nous devons nous orienter vers l'automatisation de nos entreprises. Nous n'avons pas assez de personnel, donc par contre, l'automatisation permet de produire beaucoup avec peu. Faut-il encore que nous formons nos jeunes vers des pays, des métiers qui sont extrêmement, qui nécessitent effectivement des compétences très sophistiquées. Il faut nous placer dans l'excellence. Parallèlement, nous devons développer ce qu'on appelle l'économie de la proximité, c'est-à-dire le marketing, les échanges, être des bases régionales, si vous voulez, non seulement diplomatiques, mais financières, d'engineering, etc. Nous avons donc de quoi pouvoir à la fois créer. Je pense, pour résumer, globalement, nous devons jouer sur l'intelligence, faire de nos territoires des territoires de développement de l'intelligence. Nous nous placerons dans la modernité de demain et je crois que nous allons ainsi surmonter bien des étapes. Par contre, en ce qui concerne les obstacles, c'est vrai que j'en ai très peu parlé, mais je suis prêt à en discuter et vous répondre à vos questions. Comment surmonter un certain nombre d'handicaps de l'outre-mer, tels que les surcoûts en particulier. Merci Nestor Rajou, merci pour ce cadrage sur l'économie et le développement. Parce que parler de finances locales en oubliant le contexte dans lequel se produisent les transferts, par lesquels se produisent les recettes directes des finances locales, mais aussi se font les dépenses, et en particulier le secteur social, comme on l'a évoqué ce matin, eh bien, je pense que ce cadrage était absolument nécessaire. Alors, on va faire un premier tour de table et puis on ouvrira tout de suite le débat avec vous sur ces problématiques des financements des collectivités locales. Et je vais d'abord donner la parole à nos deux coprésidents de séance, en commençant par Maurice Bonté, président de l'Association des maires de la Martinique. Oui, bonjour ou bonsoir à tous, tout en souhaitant que le repas de ce midi ne nous est pas orienté vers une situation financière des collectivités trop difficile. En tout cas, j'espère que les débats de cet après-midi ne vous endormiront pas parce qu'en fin de compte, nous sommes là effectivement pour chercher des solutions, parfois mettre en exergue nos difficultés et savoir en fin de compte, puisque maintenant le tison nous l'avons en main, c'est vrai qu'il y a une très belle démonstration qui a été faite. Ça, c'est beaucoup de théorie et passer de la théorie à la pratique, je crois que effectivement, les situations financières des municipalités ou des différentes collectivités, cette situation financière-là appelle vraiment à discussion et naturellement à recherche de solutions. Dans nos départements, il est sûr que les difficultés, elles sont multiples, hein, que ce soit pour les recettes, que ce soit pour même les dépenses, parce qu'on ne peut pas dépenser non plus n'importe comment. D'abord, on va plutôt s'arrêter sur les recettes, puisqu'en fin de compte, nous aurons constaté que depuis quelques années, et même après les événements de 2009, nous avons eu pas mal de difficultés à rentrer certains fonds. Je vais parler par exemple de l'octroi de mer, qui a diminué pour certaines collectivités jusqu'à près de 30-40%. Ce qui veut dire en quelque part qu'à la période où les choses se sont passées, il y a des collectivités qui avaient déjà voté leur budget et lorsque vous avez un budget dont l'octroi des mers fait approximativement près de 60% de votre budget, il y a de fortes chances que lorsqu'il faut corriger, là la correction elle est plutôt difficile. Non seulement à part ça, nous avons les difficultés de recueil des différentes taxes. Nous avons donc pour les finances communales une dégradation du résultat de fonctionnement sur les 5 dernières années en raison de la structure d'exploitation des coûts. Et puis naturellement une part très importante qui est naturellement dévolue à une forte progression non seulement d'un personnel que nous avions recruté sur des petits contrats, des contrats aidés. Ce personnel peut-être des fois que nous avons été obligés de garder, mais il y a eu aussi
cette idée qu'il fallait trouver la solution pour titulariser un certain nombre de nos personnels qui étaient en attente depuis quelque temps. Donc là aussi, ça fausse tout ce que vous aviez comme budget, puisque bon, c'était des revendications syndicales, donc il fallait aller au charbon et aller au plus près de ce dont nous disposions comme finances. Donc là, voilà encore un point qui nous met en grosse difficulté, qui met les collectivités en grosse difficulté par rapport à leurs prévisions. Et puis, on peut toujours continuer comme ça. Il y a les valeurs locatives, puisque là encore, on nous demandait effectivement de faire de telle sorte que les bases fiscales soient révisées. D'accord, on est parti en révision. On part en révision et là encore, il y a sans doute ici des collègues qui ont eu cette difficulté-là. On part en recensement. Les résultats de recensement sont là et en fin de compte, il n'y a plus personne pour faire le travail derrière pour pouvoir récupérer ces fonds. Donc forcément, les services de l'État là encore ont été plus ou moins défectueux, si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours dans ces mêmes difficultés-là que nous avions il y a de cela 3-4 ans et naturellement, nous sommes obligés de fonctionner avec. Fonctionner avec, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les petits contrats aidés que nous avions il y a quelque temps, donc ces petits contrats aidés, on va faire semblant de donner des explications et dire que bon, ben, on ne licencie pas, mais on ne renouvelle pas les contrats. Voilà, ça c'est une solution. Et puis une autre solution, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs de fonctionnement qui ne rapportaient pas grand-chose, dans ces secteurs de fonctionnement qui sont peut-être la culture, qui sont peut-être aussi le sport. Ce sont des secteurs, effectivement, sur lesquels on va un peu grignoter pour faire que nous puissions nous retrouver un peu en équilibre. Donc cette situation financière qui est naturellement en crise nous amène aussi dans cette position que nous avons face à la Caisse générale de sécurité sociale. Vous savez pertinemment que lorsque l'on verse un salaire, le salaire que le salarié va retrouver sur sa fiche, ce n'est pas du tout ce que nous avons payé. Naturellement, d'année en année, les choses se multiplient, d'année en année, les choses s'accumulent, et en fin de compte, on constate à un certain moment que la difficulté, elle est là, il faut payer, et lorsqu'on ne peut pas payer, donc forcément, on reporte sur le budget de l'année suivante, et au fur et à mesure, ça grossit, et ça devient effectivement ce que l'État aujourd'hui compte dans sa paperasse, donc une grosse accumulation de ces difficultés-là. Et puis, naturellement, il y a les finances des collectivités locales qui, naturellement, en effet ciseau, qui a été relevé par le croisement de la coupe des coûts politiques de la politique publique locale et celle de leurs moyens de financement, qu'il s'agisse de dotations, de compensation ou de produits de la fiscalité transférée. Il faut se le dire, hein, aujourd'hui, que ce soit les petites collectivités, que ce soit les grosses, que ce soit l'État lui-même, la difficulté, elle est là. Nous sommes face à une crise et cette crise, il faut la gérer. Comment faire? C'est ce que nous allons faire cet après-midi, essayer de discuter, essayer de trouver des solutions. Les solutions, elles sont excessivement rares parce qu'en fin de compte, s'il y a quelqu'un ici qui avait vraiment la possibilité de nous dire comment faire pour rentrer des sous, pour rentrer des financements, bon, ben, ça serait le bienvenu. En tout cas, on va en discuter. Et voilà, en vous demandant tout simplement d'être quelque peu attentif à ce que nous allons faire. Et naturellement, en vous souhaitant de bons travaux. Merci Maurice Bonté. Je n'ai pas vu de main se lever à votre dernière proposition. Hein. Personne n'a la solution. Mais on va essayer de progresser ensemble vers des solutions ou du moins des prises de responsabilité, des choix à faire pour les élus. René Noël, un constat partagé, j'imagine, avec votre collègue. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des maires de Guadeloupe et que cette question, comme vous l'avez évoqué ce matin en début de matinée, eh bien, elle est prioritaire pour vous. Bonsoir à toutes et tous. Bon, c'est vrai que je crois que le collègue de la Martinique a tout résumé. Hein. Et c'est vrai aussi que depuis plusieurs années, nous venons ici même dans cet hôtel, dans hôtel de ville, pour reprendre les difficultés que connaissent les maires des départements et territoires d'outre-mer. Je suis quand même optimiste. Pourquoi? Parce que souvent, on a l'impression que les maires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de la Réunion et des autres
territoire sont de mauvais gestionnaires. Je crois comprendre aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, compte tenu de l'ampleur de la crise, compte tenu du fait que nos ressources sont au taquet, compte tenu du fait que nos dépenses, ne serait-ce que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de personnel qui doivent être en permanence revues à la hausse, eh bien, je dirais que les maires de Guadeloupe, Martinique et des départements d'outre-mer devraient avoir une médaille. Parce que, en fait, nous sommes de très bons gestionnaires. Très bons gestionnaires parce que la crise, elle est là. Et comme je le disais ce matin, les maires des communes de Guadeloupe et des autres départements jouent un rôle d'amortisseur social. C'est vrai que ce n'est pas notre mission. Notre mission n'est pas celle-là. Et nous le comprenons. Je vais prendre un exemple. Une mère qui a un enfant qui est en première ou en terminale, qui ne travaille pas, qui vient vous voir pour vous dire, monsieur le maire, je voudrais au moins pouvoir travailler 1 mois ou 2 pour payer la pension de mon fils qui est scolarisé sur ce que nous appelons en Guadeloupe, sur l'île centrale, le continent. Nous avons 2 réponses. Une réponse mathématique en disant à cette dame que si nous vous offrons un emploi, je veux creuser encore mon déficit. C'est vrai. Il y a une deuxième raison qui pourrait nous conduire à dire que cette femme est en souffrance, et si elle souffre, c'est l'enfant également qui souffrira demain, qui deviendra un chômeur et qui reviendra voir le maire. Donc on aura les deux, la mère plus l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, tous les maires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion là, et les autres départements essaient de concilier cette équation qui met en exergue des notions mathématiques et des choses que nous n'arrivons pas à mettre en équation, c'est-à-dire le social et la souffrance et la douleur des gens. Et c'est tous les jours que nous avons donc à faire face à des situations qui sont tout à fait inédites. Et je le disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment un sacerdoce. Il faut vraiment avoir le sens du service public pour pouvoir se mettre à la disposition de nos concitoyens. Je ne reviendrai pas sur nos difficultés. Il faut savoir que, bon, à brûle-pourpoint, nous payons nos agents 40% plus cher que dans l'Hexagone. Et il faut donc assumer cette responsabilité sans compensation. Paradoxe, ces 40% lors de la retraite, nous ne les retrouvons pas. Ces 40% ne seront pas reversés sur les retraites. Donc voilà une situation qui va faire l'objet de questionnements de la part du public et je souhaite qu'il y ait beaucoup de questions de poser autour de ces différentes analyses qui ont été faites. Aujourd'hui, les communes de Guadeloupe, Martinique et Guyane doivent trouver des solutions à leurs difficultés. Et je reste convaincu que, comme je le disais tout à l'heure, puisque l'État n'a plus d'argent, eh bien, il nous appartient de réfléchir ensemble pour trouver des solutions et voir comment nous pourrions continuer à remplir notre honorable mission. Merci René Noël. Honorable mission, oui. Urgence sociale, oui, et vous êtes effectivement dans cette équation à résoudre
en première ligne. Et puis après, eh bien, effectivement, aussi présenter des budgets à l'équilibre, trouver des solutions, rechercher avec des charges de fonctionnement qui sont très lourdes, la meilleure utilisation des moyens, c'est tout ce dont on va parler. On va passer la parole à votre collègue de La Réunion, maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton. Comment vous abordez cette question? Vous entendez et vous vivez, bien sûr, on a beaucoup parlé ce matin d'emploi des jeunes à La Réunion et des urgences sociales. Un de vos collègues disait on est à portée de gifle et on ne peut pas répondre, on est obligé de répondre à la demande. Comment vous gérez cette question avec la nécessaire bonne gestion des finances locales dans votre commune? Écoutez, je n'ai pas la science infuse. D'abord, bonjour. Je ne suis pas trop habitué aux expressions dans le cadre des congrès des maires. C'est une première, mais je rejoins bien évidemment la position de tous mes collègues qui sont là cet après-midi, certes sur cette estrade, mais également dans la salle, puisque nous sommes tous au même niveau, avec les mêmes contraintes, quelle que soit la population qui arrive en face de nous. Moi, je suis maire de la commune la plus australe d'Europe, Saint-Joseph de la Réunion, et je cumule quelques records que je passerai volontiers à d'autres. Mais on n'a pas de honte entre nous, puisque à La Réunion, la grande majorité, la plupart des communes, la plupart des maires connaissent ces problèmes-là. Et je vous dirai, au risque de déplaire à quelques-uns, que mes positions à la fois de maire et de député, puisque je cumule, eh bien, sont bien complémentaires et m'aident bien souvent non seulement à comprendre les problèmes, mais à faire passer jusqu'au relais de l'État les soucis que nous connaissons. Ma commune, c'est 53% de chômage, c'est 62% chez les jeunes. Et ce que mon collègue René Noël disait à l'instant, je suis d'accord avec lui, même si on n'a pas toujours ce satisfecit livré ou délivré par les chambres régionales des comptes, par exemple. Moi, récemment, puisque mes chiffres ou les comptes de ma commune sont examinés, l'une des pré-conclusions de la chambre régionale des comptes, c'est qu'il faudrait parachever, titulariser le personnel communal dans ma commune. Ben, si je fais ça, on est en faillite. Combien d'agents et selon les statuts Chez nous, nous avons aujourd'hui 127 Hollande, vous le voyez titulaires. sur ces images, vient de faire son entrée dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, où, vous le savez, depuis ce matin, se tient la première journée officielle du 95e Congrès des maires de France, une journée consacrée, comme il est de tradition, à l'accueil et aux tables rondes consacrées aux politiques et aux élus d'outre-mer, les élus ultramarins. Alors c'est la première fois, vous le voyez, qu'un président de la République, François Hollande en l'occurrence, eh bien, participe à cette toute première journée de congrès. Normalement, comme ce fut le cas encore l'an passé, eh bien, le président de la République intervenait lors de l'inauguration officielle du congrès. Ça se passe porte de Versailles devant des milliers de maires métropolitains, entre autres. Eh bien, cette année, c'est un signe particulier de la part du président de la République qui a tenu à venir ici à l'Hôtel de Ville de Paris, accueilli bien sûr par Bertrand Delanoë, le maire de Paris, et en compagnie, vous le voyez sur ces images, du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de quelques-uns de ses ministres. On aperçoit Delphine Batho, Victorin Lurel, le ministre chargé de l'Outre-mer, est également présent. Il a déjà dit quelques mots, d'ailleurs, ce matin sur la toute prochaine maintenant intervention du président de la République qui pourrait avoir des mots très forts vers les élus ultramarins, des élus ultramarins qui, vous le savez, si vous avez écouté la chaîne parlementaire encore ce matin, encore tout à l'heure, à l'occasion de cette table ronde sur la crise financière et sur l'endettement, la rigueur, eh bien, des élus ultramarins qui sont préoccupés, bien entendu, sur l'avenir de leurs finances et l'avenir du développement de leur territoire. Nous sommes à l'Hôtel de Ville de Paris, c'est donc, comme il est parfaitement logique, l'hôte de ces lieux, Bertrand Delanoë, qui va accueillir le président de la République. S'en suivra un discours d'accueil du président de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard, et puis nous écouterons en direct le président de la République, François Hollande. Tout de suite, Bertrand Delanoë. Premier ministre, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, j'ai fait un discours ce matin
Donc là, ce ne sera que quelques mots d'accueil. Monsieur le Président de la République, vous savez que je ressens beaucoup d'honneur et de plaisir à vous recevoir à l'Hôtel de Ville. Ça fait quelques fois depuis que la majorité du peuple français vous a confié son destin. Mais aujourd'hui, il y a une joie particulière et un sens très profond à votre présence. C'est la première fois dans l'histoire de ces congrès annuels des maires de l'Outre-mer que le président de la République se déplace vers eux. Je vous connais bien et je sais le sens moral et politique qu'a votre présence aujourd'hui. Vous connaissez très bien l'Outre-mer et mon ami Victorin Lerel, avec lequel nous ouvrions ce congrès ce matin, c'est un vrai plaisir de pouvoir, moi-même, Victorin m'a formé à la coopération avec les collectivités d'outre-mer. D'ailleurs, je ne me sens aucun droit pour vous accueillir au nom des maires de l'outre-mer, quoique j'ai le bonheur d'être le maire de la ville française qui compte le plus de citoyens ultramarins et une fois de plus, c'est une occasion pour moi de leur dire à quel point ils sont précieux à Paris et à quel point leur identité, leur investissement citoyen est un enrichissement pour la ville de Paris. Solidarité dans la crise, innovation, priorité à l'emploi, audace, ce sont les thèmes de ce congrès des maires d'outre-mer. Monsieur le Président de la République, dans le contexte que nous connaissons tous, nous savons que nous devons être des partenaires. Et de la même manière que Victorin m'a appris à être un partenaire de toutes les collectivités de l'outre-mer, je sais que nous pouvons compter sur vous, sur ce qui nous préoccupe le plus, la solidarité au service de l'emploi. L'innovation indispensable, et notamment puisqu'il y a la ministre de l'écologie, je le dis, dans le domaine des nouvelles technologies écologiques où l'outre-mer a une richesse particulière à apporter à toute la nation française. Et puis, bien sûr, la valorisation de l'identité culturelle de l'outre-mer. J'en témoigne. Paris ne serait pas Paris sans la présence culturelle des ultramarins, de leurs artistes, de leurs contes créoles, de leur musique, de leur art de vivre, et c'est un enrichissement pour la capitale de la France. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président de la République, nous accueillons votre présence avec confiance, avec respect, avec espérance et pour ma part aussi avec beaucoup d'amitié. Merci. Merci à Bertrand Delanoë. La parole est maintenant à Jacques Pélissard, député maire de Lons-le-Saunier et président de l'Association des maires de France. Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Paris, cher Bertrand Delanoë, Mesdames, Messieurs les maires parlementaires et chers collègues, quelques mots à mon tour pour vous saluer, Monsieur le Président, vous dire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir, parce que cette journée des Outre-mer comporte trois éléments. D'abord, il y a une constante. La journée des Outre-mer, la journée où on traite les problèmes spécifiques aux ultramarins, aux collègues ultramarins, c'est une journée où on travaille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, beaucoup d'expériences relatées, avec des réussites, parfois des échecs, mais vraiment un travail collectif tout à fait remarquable, qui a mobilisé toute la journée l'ensemble des participants. Donc une constante, le travail. Et puis, cette année, nous avons aussi une approche très spécifique sur des problèmes particuliers qui intéressent l'ensemble des maires de France, mais aussi
avec leurs particularismes, les territoires ultramarins. Je pense aux questions d'emploi, emploi de jeunes en particulier, questions d'investissement et questions donc de traitement des déchets. Et sur l'ensemble de ces sujets, vraiment, il y a une réflexion collective qui mérite d'être saluée. Bravo à tous nos collègues qui s'y sont livrés. Et puis, au-delà de ce travail, je tiens à vous dire qu'il y a cette année 2 novations. La première innovation, c'est que cette journée d'outre-mer est maintenant partie intégrante du Congrès des maires de France. Le Congrès commence aujourd'hui. Il y a donc toute une série de travaux en commun. Il va y avoir demain une synthèse qui va être portée par le président des maires de la Guadeloupe pour expliquer à l'ensemble des maires de France, ceux d'outre-mer comme ceux de métropole, le travail qui a été fait, les préoccupations, les attentes des maires. Il va y avoir aussi des co-animations d'ateliers. Tout cela permet donc d'avoir une démarche commune, de véritable amalgame, de véritable fusion entre les maires ultramarins et les maires de métropole. Deuxième innovation. Puis la troisième, Monsieur le Président, c'est votre venue. Comme l'a dit excellemment Bertrand Delanoë, c'est la première fois dans l'histoire de l'AMF, et je pense dans l'histoire de la République, qu'un président de la République vient ici saluer les maires ultramarins, s'intéresser aux problématiques que l'AMF défend, que l'Association des maires de France défend, problématiques spécifiques donc aux maires ultramarins. Merci pour votre venue. Ce n'est qu'un début, Monsieur le Président, puisque vous venez aujourd'hui, vous allez revenir demain. Donc demain, je vous imposerai un discours plus consistant, pardonnez-moi, pour vous dire les attentes de l'ensemble des maires de France. En toute hypothèse et dès maintenant, je vous remercie de votre venue. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci à Jacques Pélissard, merci au président de l'Association des maires de France. La parole est maintenant à Monsieur le Président de la République, François Hollande. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Paris, cher Bertrand Delanoë, vous m'accueillez une nouvelle fois dans cette salle et déjà un souvenir me vient à l'esprit. C'était le 15 mai, 6 mois déjà. C'était le temps de l'installation. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'action. Je viens à l'invitation du président des maires de France et j'ai conscience que c'est un moment important. Parce que le congrès des maires, c'est toujours un événement. Et une tradition s'est établie. Ce congrès commence par la journée de l'outre-mer. C'est la première fois, me dit-on, qu'un président de la République vient. Quelle chance m'est donc donnée aujourd'hui. Et je remercie mes prédécesseurs de ne pas y avoir pensé avant moi. Mais en même temps, j'y vois là comme une tradition qui devra s'établir et aussi comme une responsabilité. Je saisis cette occasion qui m'est donnée de venir vers vous aujourd'hui au terme d'une réflexion que vous avez déjà engagée. Avec le Premier ministre, avec les membres du gouvernement et Victorin Lurel, nous devons vous dire clairement ce que vous pouvez attendre de l'État et ce que l'État attend de l'outre-mer. Je le rappelle une nouvelle fois, les outre-mer sont une chance pour la France. D'abord parce que, grâce à vous, la République est présente partout dans le monde, mais aussi par les ressources naturelles, par la biodiversité, par les espaces, mais surtout par les femmes et les hommes qui vivent sur ces territoires. Vous faites la France. Et la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si vous n'y avez pas apporté génération après génération votre contribution, à travers la culture, à travers l'économie, à travers aussi la langue, les langues, parce que là aussi, la langue française n'a rien à craindre de la diversité linguistique. Vous êtes donc non pas les invités de la République, vous êtes la République française. Dans le même temps, je n'ignore rien de vos difficultés.
Je suis allé, par les responsabilités qui m'ont été données, pratiquement dans tous les territoires, tous les départements. Et j'aurai encore à le faire comme président. Et donc, je mesure ce qu'est la violence de la crise. D'abord, ici dans l'Hexagone, mais encore plus brutalement, plus durement, plus intensément dans les Outre-mer. Les taux de chômage, ils sont 2 à 3 fois supérieurs à celui de l'Hexagone. Pour les jeunes, dans la plupart de vos départements, ce taux dépasse 50%. Comment d'ailleurs ne pas mettre en regard ce que je viens de dire sur la situation économique, mais également ce que je pourrais dire sur la délinquance, où un certain nombre de vos départements sont parmi les plus touchés de France. Les niveaux de prix créent des inégalités criantes. Vos entreprises, pourtant excellentes, peinent encore davantage à accéder au financement bancaire que partout ailleurs. Et vos économies, par la géographie, font face à l'éloignement, à l'insularité, à l'étroitesse des marchés et aussi à des comportements d'un autre âge. Voilà ce que je sais. Mais porter un constat ne suffit pas. Nous devons agir. Et depuis 6 mois, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a agi. J'ai d'abord veillé à créer un ministère des Outre-mer de plein exercice. C'était un engagement que j'avais pris, ce n'était pas le plus difficile à tenir. Il ne coûtait rien, mais en même temps, il avait valeur de symbole, rattaché directement au Premier ministre, avec un correspondant pour les Outre-mer désigné dans tous les cabinets ministériels. Ensuite, il fallait nommer le ministre, un ultramarin. Mais fallait-il encore faire le choix? Victorin Lurel m'est apparu, ainsi qu'à Jean-Marc Ayrault, comme celui qui pouvait défendre non seulement l'outre-mer, mais être un ministère et un ministre de toute la République. Ensuite, la nomination d'une déléguée interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, originaire, elle, de La Réunion, est venue compléter ce dispositif. Fallait-il encore qu'il y ait un budget? Un ministère ne suffit pas. Faut-il encore qu'il ait les moyens, là encore, d'intervenir? Le budget de la mission Outre-mer a été l'un des rares à être préservé, malgré la difficulté des temps. Et les crédits qui lui ont été affectés vont augmenter de 5% en 2013. J'ai voulu enfin que la question de la vie chère dans les Outre-mer puisse être l'une des premières interventions du Parlement. La loi de régulation économique Outre-mer vient d'être adoptée à une très large majorité. J'en remercie ici tous les parlementaires. Cette loi s'appliquera sans délai. Je rappelle qu'elle renforce les pouvoirs de l'autorité de la concurrence pour lutter contre les déséquilibres des marchés. Elle met en place un bouclier qualité-prix qui garantira des prix justes sur de nombreux produits de consommation courante. Elle supprime les abus de certaines exclusivités de marque. Elle améliore le fonctionnement des observatoires de prix qui s'intéresseront et aux marges et aux revenus. Cette loi offre de nouveaux outils pour réduire les coûts, trouver des péréquations possibles au niveau national et changer les modes de fixation des prix pour les carburants, pour les services bancaires, pour la téléphonie, parce qu'il m'a toujours paru étrange que ces services coûtent plus cher en Outre-mer qu'en Hexagone sans qu'il y ait la moindre justification par rapport à la réalité des territoires. Je sais ce qu'avaient été des mouvements puissants dans beaucoup de départements par rapport à ce thème de la vie chère. Et donc il me paraissait indispensable d'apporter immédiatement les apaisements nécessaires. Je ne veux pas non plus, avec le gouvernement, entraver le fonctionnement des entreprises ultramarines qui font déjà face à tellement de contraintes. Alors il s'agit de faire avec elles, dans la concertation, des conférences économiques et sociales
sont organisées en ce moment même dans tous les départements d'outre-mer. Elles visent à recueillir le consensus le plus large sur les axes des politiques économiques à mener localement, c'est-à-dire dans chaque territoire. Une synthèse nationale sera présentée par le ministre Victorin Lurel d'ici la fin de l'année et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sera très attentif, je vous l'assure, à ces conclusions. L'une des difficultés, ce n'est pas la seule, des collectivités que vous représentez, c'est l'accès au financement pour leurs investissements. Je le dirai demain au Congrès des maires, je veux faire en sorte que toutes les collectivités, par de multiples instruments et moyens, y compris ceux qu'elles voudront bien se doter, puissent avoir les financements leur permettant de réaliser leurs investissements. Pour l'outre-mer, il y avait la nécessité de prévoir les autorisations d'engagement du plan de relance des investissements publics. Eh bien, je l'affirme ici, toutes les autorisations seront inscrites dans le projet de loi de finances pour 2013. Et j'ai même voulu que soit supprimée une obligation qui pesait sur les collectivités territoriales d'outre-mer de financer au moins 20% des projets dont elles avaient la maîtrise d'ouvrage. Ce verrou a été purement et simplement levé. Et c'est une avancée majeure pour beaucoup de vos collectivités. Mais je veux vous dire un mot de la négociation européenne qui va s'ouvrir dans quelques jours et qui va, pour beaucoup, déterminer l'avenir des financements que vous pourrez mobiliser. Je suis très attaché à deux piliers de la politique européenne. Les fonds structurels, les fonds de cohésion, et je rappelle que les régions ultra-périphériques ont accès à ces financements, et la politique agricole commune, dont, là encore, les territoires et les départements d'outre-mer sont pour partie bénéficiaires. Une certaine conception de la politique européenne, ce n'est pas la mienne, voudrait que l'on baisse le budget de l'Europe pour les 7 prochaines années. C'est-à-dire au moment même où nous appelons à la solidarité, à la mobilisation pour la croissance, la réponse de l'Europe serait de faire moins. Et en plus, des pays, je ne citerai pas lesquels, je ne veux pas ici me fâcher, je ne veux pas vous compromettre, viennent chercher leurs chèques, leurs rabais, leurs ristournes, parce que l'idée qu'ils se font de l'Europe, c'est d'obtenir exactement ce qu'ils y ont versé. Comme si la solidarité, ce n'était pas que les plus favorisés payent pour les autres, ce que fait un État partout, lorsqu'il est organisé sur le plan démocratique et qu'il a des principes de justice à faire valoir. Eh bien, j'en prends ici l'engagement, la France se battra pour garder les fonds structurels et la politique agricole commune au niveau permettant à vos territoires et à bien des territoires en Europe d'être soutenus pour leurs investissements. Pour le secteur privé, le gouvernement a créé la Banque publique d'investissement. Le projet de loi a été approuvé, le débat va bientôt s'ouvrir au Parlement. Je ne pense pas que ce sera le plus difficile. Parce que là encore, nous avons nos différences, les sensibilités existent dans notre pays et heureusement, nous nous ennuierions autrement. Mais ce que nous avons à faire ensemble, ce qui nous unit dans cette crise, dans la sortie de crise que nous devons préparer, c'est le redressement, c'est la reconquête. Et la Banque publique d'investissement peut être un instrument pour que les petites et moyennes entreprises, notamment, grossissent, exportent, investissent, embauchent. Eh bien, là encore, je vous l'assure, la Banque publique d'investissement sera spécifiquement dédiée aussi aux investissements outre-mer. Les PME ultramarines seront accompagnées dans leur accès au crédit, dans leurs innovations, que le maire de Paris saluait parce qu'elles sont nombreuses, dans la valorisation de la biodiversité que la ministre de l'écologie défend. Une agence sera d'ailleurs créée et je pense que l'outre-mer en sera, à mon sens, le vecteur. Oui,
nous pourrons, à travers cette banque publique d'investissement, non pas nous substituer au système bancaire, il faut qu'il joue son rôle, mais aller plus vite, aller plus loin, aller plus fort avec les entreprises, notamment en Outre-mer. Reste la question de l'outil de la défiscalisation. Il a été préservé pour l'année 2013. J'ai entendu un certain nombre de critiques, pas ici. Si ici je faisais une consultation, j'imagine que j'obtiendrais sans peine une très large majorité sur la défiscalisation. Je dois dire que Victorin Lurel s'est battu, y compris au sein du gouvernement. Chacun est dans son rôle. Le ministre du Budget avait peut-être une autre conception. Et ne l'en blâmez pas, c'est sa responsabilité. Et puis il y avait d'autres ministères qui pouvaient défendre aussi un certain nombre de dispositifs qui peuvent inciter à l'investissement. Pourquoi Jean-Marc Ayrault a-t-il décidé, avec mon plein appui, de préserver la défiscalisation outre-mer pour l'année 2013? La première raison, c'est que je ne voulais pas que dans cette période déjà d'incertitude, d'interrogation, nous ajoutions une autre instabilité. Improviser un dispositif, installer un mécanisme qui n'aurait pas été préparé, évalué correctement, c'eût été l'assurance que d'un seul coup, le flux d'investissement en Outre-mer aurait été largement tari. J'ai donc préféré un autre mécanisme. D'abord la concertation avec vous. Ensuite, la recherche sur le plan fiscal de ce qui sera aussi ample, je le dis aussi coûteux, il ne s'agit pas de faire des économies là-dessus, mais encore plus efficace pour que l'investissement outre-mer puisse être soutenu et développé. Nous avons 1 an pour le faire, un peu plus. Le Parlement sera associé, vos associations seront également pleinement impliquées et nous pourrons trouver, je le crois, l'équilibre entre l'efficacité et l'équité. Au-delà de ce que nous avons à faire sur le plan fiscal, nous avons aussi à utiliser au mieux pour l'outre-mer les instruments que nous avons mis en place pour l'emploi. Et le premier, c'est ce que l'on appelle les emplois d'avenir. 10%, je dis bien 10% de l'enveloppe nationale, soit près de 10 000 contrats, seront réservés aux jeunes d'outre-mer en 2013. Pourquoi cette ampleur? Parce que je le disais, le chômage des jeunes est un risque sérieux pour ces départements et ces territoires. Je vois bien le désœuvrement, le découragement, la désillusion d'une génération, avec tous les risques que cela peut engendrer. Et de la même manière, et je sais que ça a été difficile à comprendre, nous avons fait en sorte que les contrats aidés puissent être non seulement préservés, mais augmentés en Outre-mer. Pour les emplois d'avenir, ce sera la même priorité. De la même façon, je souhaite que les jeunes ultramarins puissent accéder aux emplois créés localement dans le secteur privé comme dans le secteur public. Là où les jeunes sont formés, là, ils doivent travailler. Ils ont, ces jeunes, besoin de logement pour prendre leur autonomie. Et là encore, le gouvernement a augmenté de plus de 6% les crédits de la ligne budgétaire unique, principal levier du financement du logement social en Outre-mer. Voilà l'action qui a été menée. Certains diront tous les engagements n'ont pas été tenus. Mais nous ne sommes là que depuis 6 mois. Il faut en laisser pour le reste du temps. Et surtout si je dois revenir chaque année. Mais je souhaitais, et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble du pays, apaiser les relations entre l'État et les collectivités, en particulier l'outre-mer.
J'avais en mémoire les mouvements qui avaient marqué ces dernières années, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte. Je connais la situation de la Guyane, je sais ce que vivent beaucoup de territoires, même s'ils ne se sont pas fait connaître pour un certain nombre de grèves ou de conflits. Apaiser, c'était aussi la méthode que je préconisais pour rétablir le dialogue avec les autorités de la Polynésie française, dont la situation financière s'est considérablement dégradée et dont le redressement nécessitera des efforts de part et d'autre. Parce que chaque fois que l'État intervient, il doit demander une contrepartie aux collectivités qui l'accompagnent. C'est cette même démarche qui m'inspirera pour traiter la question de la sortie de l'accord de Nouméa. J'accueillerai dans quelques jours les membres du comité des signataires. Je leur rappellerai qu'ils ont la grande responsabilité, l'immense responsabilité, d'offrir ensemble un destin commun à la Nouvelle-Calédonie. Et là encore, l'État jouera son rôle de partenaire pour les y aider, dans la paix, dans le respect, dans la tranquillité. Je veux également revenir sur 2 départements où des tensions sont apparues ces dernières semaines ou ces derniers mois. En Guyane, avec la question difficile de l'orpaillage clandestin, le déchaînement de violence qu'il a provoqué. 2 militaires sont morts et je salue ici leur mémoire. Le gouvernement a été amené à déployer de nouveaux moyens de lutte contre cette criminalité, ce délit. Et la garde des Sceaux prépare également une nouvelle législation là-dessus. Ensuite, il y a Mayotte. Je connais bien, là encore, ce département. J'y étais allé après toute une période de grève et de manifestations, parce que la départementalisation a entraîné nécessairement la revendication de l'égalité. Le gouvernement a donc procédé à une revalorisation significative de plusieurs prestations ou minima sociaux. Reste le problème grave, douloureux même, tragique, de l'immigration clandestine, qui exige, bien sûr, l'intervention de l'État, mais également la mobilisation des pays voisins. Et puisque je parle de l'environnement de pays autour de nos régions, départements d'outre-mer, je veux vous dire un mot de votre propre responsabilité. Mesdames et Messieurs les élus des Outre-mer, vous demandiez depuis longtemps que vos collectivités s'insèrent davantage dans l'environnement international qui est le vôtre. Parce que nous sommes présents partout. Non seulement je comprends cette revendication et cette démarche, mais j'estime qu'elle est même dans l'intérêt de la France. J'ai donc demandé au ministre des Affaires étrangères de veiller à ce que nos régions d'outre-mer représentent la France dans les organisations régionales où nous pouvons intervenir, où vous interviendrez. Ainsi, aux Antilles et en Guyane, les régions sont sur le point d'affecter des agents dans les ambassades de France implantées dans les pays voisins et je me félicite de cette décision. Tout cela peut se faire sans modifier quelque texte que ce soit. Et puisque je parle des évolutions institutionnelles, je tiens à clarifier ce que sera la position de l'État pour les années qui viennent. Chacun de vos départements, de vos territoires, doit avoir le cadre institutionnel qui à la fois lui correspond le mieux et qui recueille l'adhésion de sa population. La Constitution prévoit d'ailleurs que les changements les plus importants doivent obtenir le consentement des électeurs. La loi prévoit également la possibilité pour les élus, pour vous, de faire des propositions en matière institutionnelle. Ce sont donc de bons principes et je m'y conformerai pleinement. Ce sont les collectivités qui devront nous saisir d'éventuelles évolutions
institutionnelles. Et ce sont les populations qui devront les approuver si elles sont souhaitées. Enfin, j'allais oublier une région ultramarine qui n'a pas d'institution, même si elle a des élus qui la représentent. C'est Paris et l'Île-de-France. J'allais dire, on parle de l'Île-de-France. Moi, je parlerai des Franciliens des îles, qui sont nombreux et qui sont à la fois très attachés là où ils vivent et tellement liés à leur département d'origine où leur famille continue de résider et où ils voudraient d'ailleurs retourner beaucoup plus souvent, ce qui suppose également de traiter la question des transports. Mais c'est vrai que pour tous ces ultramarins qui vivent dans l'Hexagone, ils nous apportent tant de choses, tant de réussites. Et je ne parle pas seulement sur le plan sportif ou culturel, domaine là où on voudrait réduire toujours l'influence de l'outre-mer, mais dans plein de domaines économiques, sociaux, mais également en matière d'éducation et de recherche. C'est pourquoi nous sommes ensemble, mesdames et messieurs les maires. J'ai proposé 30 engagements spécifiques sur les Outre-mer. C'est la feuille de route du gouvernement. La situation économique et budgétaire ne nous autorise pas à tout entreprendre en même temps, d'où le rythme que nous avons fixé. Mais le cap, c'est l'égalité. L'égalité réelle entre les Outre-mer et l'Hexagone. L'égalité, c'est plus facile à proclamer qu'à faire. Et puis on veut toujours être plus égalitaire que l'autre, ce qui crée parfois surenchère et suspicion. L'égalité réelle ne suffit pas d'une loi, encore moins d'un décret pour la réaliser. L'égalité réelle, elle se construit étape par étape. Et je pense à l'éducation, priorité du gouvernement que l'on retrouvera dans tous les départements et régions d'outre-mer. Je pense à la santé et particulièrement à la situation des hôpitaux en outre-mer, particulièrement grave, et qui pourtant, compte tenu là aussi de déserts médicaux, sont souvent le seul refuge pour accéder correctement aux soins. L'égalité réelle, c'est aussi des infrastructures pour pouvoir attirer des entreprises. Et les relations entre l'État et les Outre-mer ne relèvent pas d'une comptabilité entre ce que l'État apporterait et les retours qu'il pourrait escompter. Non, nous ne sommes pas dans cette relation-là, mais plutôt d'égalité et de fraternité. Ensemble, nous sommes la France et nous avons à la faire ensemble. Chacun doit prendre sa part. L'État, à travers une vision, ce qu'il pense être le destin de la France pour les prochaines années. Et vous, les collectivités, et notamment Outre-mer, en multipliant toutes les initiatives, en prenant tous les risques, sauf financiers, et en faisant en sorte que l'innovation, dans tout domaine, soit votre boussole. Je sais que vous en êtes capable. Car si, et ce sera mon dernier mot, si nous sommes tous partie prenante de la même République, le destin des Outre-mer appartient d'abord aux ultramarins, à ceux qui les représentent, aux élus que vous êtes et qui sont fiers à la fois de servir l'Outre-mer et la République. Merci. Voilà François Hollande dans cette grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, très applaudi par les élus ultramarins, les élus d'outre-mer, rassemblés aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris pour la première journée du Congrès des maires de France. Une journée
marqué, vous le voyez sur ces images, par la venue du président de la République et d'une partie de son gouvernement. C'est une première, c'est la première fois qu'un président de la République s'adresse ainsi directement aux élus locaux venus, vous le voyez, très nombreux à Paris pour le congrès des maires de France. François Hollande qui a voulu fixer un cap pour l'outre-mer, un pacte basé sur l'égalité réelle entre les territoires d'outre-mer et ceux de l'Hexagone. Un président de la République qui a voulu aussi apaiser les relations entre l'État et les collectivités locales. Ce sera sans doute un thème sur lequel François Hollande reviendra dès demain, porte de Versailles à Paris, lors d'un discours très attendu, beaucoup plus large celui-ci, autour des réformes à venir entre les collectivités locales, entre les territoires, cette nouvelle décentralisation, ce nouveau acte 3 de cette décentralisation très attendue pour le début de l'année prochaine, 2013. Tout cela, bien sûr, et on l'a déjà entendu ce matin et cet après-midi avec les problèmes soulevés par les élus locaux d'outre-mer, dans un contexte et une toile de fond fait de crise et de budget de plus en plus restreint. Avec ce discours de François Hollande, eh bien, s'achève cette première journée du 95e congrès des maires de France. À partir de demain, eh bien, c'est, j'allais dire, le congrès qui va rentrer dans sa semaine habituelle de novembre avec ces milliers d'élus, ces milliers de maires, non seulement des maires, mais également de représentants de communautés de communes qui seront présents porte de Versailles à Paris dès demain. Nous nous retrouvons d'ailleurs tout au cours de cette semaine à partir de 10h30 pour vous faire vivre en direct et dans les meilleures conditions possibles avec les meilleurs invités l'ensemble de ce congrès de l'Association des maires de France qui s'achèvera jeudi prochain. Voilà, je vous dis donc rendez-vous demain à partir de 10h30. Nous serons en direct avec le président de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Public Sénat. Eh bien, c'est dans un peu plus d'une heure, le 19h, présenté par Michel Grossier.